Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir le deuxième outil de calcul d'intégrale que vous avez à votre programme, et peut-être celui qui sera le plus difficile pour vous à maîtriser, c'est la formule de changement de variable. Donc nous allons tout de suite l'énoncer. Donc la formule de changement de variable. Alors, donc on considère I et J deux intervalles f, une fonction définie sur J à valeur dans R de classe en continu, je vais dire de classe C0, mais on peut dire tout simplement continu, phi une fonction définie sur I à valeur dans R de classe C1, et on va voir composer les deux, donc tel que pour tout t dans I, phi de t appartiennent à J, on pourrait écrire ça phi de I inclus dans J. Je prends A et B, deux points de I. Et le théorème nous dit que si on intègre de A à B f de phi de t fois phi prime de t dt, c'est égal à l'intégrale de phi de A à phi de B de f de x et x. Et quand on utilise ce théorème dans cette situation-là, on dit que l'on a posé le changement de variable x égale phi de t. Et pour une fois, on va bien faire attention aux variables muettes que l'on utilise. Là, on change vraiment de variable. Alors, avant de le démontrer, peut-être un petit moyen mnémotechnique, pour comprendre comment fonctionne cette formule, et ça vous servira à faire les calculs, on va dire, au brouillon. Quand on pose x égale phi de t, si t va de A à B, eh bien x va de phi de A à phi de B, au niveau des bornes. Donc ça explique un petit peu le changement de ce qui se passe dans les bornes. Et comment expliquer ce qui se passe ici? On remplace le phi de t ici par un x, et que se passe-t-il pour le phi prime de t? Alors ce que je vais faire, c'est pas vraiment une justification, c'est même pas du tout une justification, mais on va dire que ça permet de s'approprier un petit peu la formule. On va dire que c'est un raisonnement, allez, les matheux se permettent de dire que c'est un peu à la physicienne. Ne dites pas ça à ma collègue de physique. Donc, si on a x égale phi de t, ben, j'ai envie de dériver. Donc, dx sur dt, ça serait un phi prime de t. Donc, on aurait très envie de remplacer le dx par le phi prime de t dt. Donc, ça vous explique que ce bloc-là soit remplacé par le bloc dx. Donc, ça peut vous permettre de vous approprier cette formule. Alors, donc ça c'est vraiment au brouillon pour comprendre comment ça se passe, et on va, après avoir démontré ce résultat, on va voir comment est-ce qu'on utilise cette formule. Alors, on démontre, c'est une démonstration très simple que vous devez maîtriser. Donc, vous savez que comme petit f est continu, donc elle admet une primitive grand F, qui se trouve être C1. Ça, c'est le théorème fondamental du calcul intégral. Et comme composé de fonctions dérivables, la composée de phi par grand F est dérivable. Et on peut dériver
je peux dériver ceci. Ça nous fait donc phi' fois la dérivée de grand F, petit f, composé par phi. Donc si j'intègre de A à B, donc en intégrant de A à B, ou plutôt par le théorème fondamental du calcul intégral, ça nous donne que le crochet de la composée de f par phi entre A et B, c'est l'intégrale de A à B de f de phi de t fois phi' de t dt. Mais ce crochet de phi composé par f entre A et B, c'est grand F de phi de B moins grand F de phi de A. Encore une fois, par notre théorème fondamental, c'est l'intégrale de phi de A à phi de B de f de x dx. Par le théorème fondamental du calcul différentiel. Donc c'est une démonstration très simple. La formule d'intégration par partie venait tout simplement par primitivation de la formule de dérivation d'un produit. Et bien la formule de changement de variable vient tout simplement par primitivation de la formule de dérivation d'une composée. Ce sont deux démonstrations très proches. Alors, toutefois, la formule de changement de variable est en pratique plus difficile à utiliser pour les étudiants que la formule d'intégration par partie. Donc on va faire un petit peu plus attention quand on va l'utiliser. On va passer un peu plus de temps aussi pour voir comment elle fonctionne. Cette formule n'est pas vraiment symétrique. Et une des difficultés sera que parfois on partira de quelque chose qui ressemble au membre de gauche pour le transformer en le membre de droite, et parfois on partira de quelque chose qui ressemble au membre de droite pour le transformer au membre de gauche, dans le membre de gauche. Donc on a deux utilisations un peu différentes de cette formule, et ça participe à la difficulté de cette partie. Donc on va, pour chacune de ces utilisations, faire un exemple. On va commencer peut-être par le plus simple. Donc, hop, premier exemple. On veut calculer l'intégrale de, on va prendre 1 à 3 de dt sur racine de t plus racine de t au cube. Alors quand on fait ça, c'est peut-être un peu sec. Et bien entendu, on veut le faire par changement de variable. Alors comment faire? Nous allons d'abord, dans cet exemple simple, vouloir identifier quelque chose qui ressemble au membre de gauche. Pour identifier quelque chose qui ressemble au membre de gauche, on va avoir une dérivée qui se factorise. Et tout le reste qui s'exprime en fonction d'une fonction. Donc ici, on a une racine carrée. Donc on va écrire l'intégrale de 1 à 3 de dt sur racine carrée de t plus racine carrée de t au cube. On a très envie de factoriser une dérivée. Donc je vais écrire un fois dt sur 2 racines de t. Là on a une dérivée de la racine carrée. Et puis quand on factorise, on a un 1 plus racine de t au carré. Puis on a un fois 2 ici. Donc là c'est moi qui vous le donne. Quand on voit ceci, normalement on se rend compte que l'on a très envie de poser un certain changement de variable. Je vous laisse y réfléchir un petit peu, mettre en pause la vidéo et voir quel changement de variable on a envie de poser. Alors, si vous reprenez la vidéo, peut-être vous êtes-vous aperçu que l'on avait très envie de poser le changement de variable x égale racine carrée de t. Donc, première difficulté, quand on veut faire un changement de variable, identifier le changement de variable à apporter. Il y aura 3 difficultés. Donc celle-là, il faut éventuellement manipuler un petit peu l'intégrande pour faire apparaître le changement de variable que l'on veut utiliser.
Les deuxième et troisième difficultés seront de faire le calcul et de le justifier. Sachant qu'au brouillon, vous pouvez faire le calcul avant et le justifier après. Quand on rédige, on a plutôt envie de voir la justification avant. Donc ce que vous faites, c'est qu'on peut faire le calcul après et laisser de la place pour la justification. Donc quand on pose x égale racine de t, donc hop, donc notre intégrale, l'intégrale de 1 à 3 de dt sur racine de t plus racine de t au cube, on a un 2. Donc lorsque, et on peut le faire comme ça, de manière très concrète, lorsque t va de 1 à 3, x va de racine de 1, donc 1, à racine de 3. Là, on lit 1 sur 1 plus racine de t au carré, et x c'est racine de t, donc 1 plus 1 sur x au carré. Et là, x c'est racine de t, dx c'est dt sur 2 racines de t. Et voilà, on a fait le changement de variable. C'est pas beaucoup plus dur que ça en pratique. Et puis après, on peut terminer le calcul. Là, on a une primitivation directe par l'arc tangente. Donc, 2 fois le crochet de l'arc tangente de x, pour x entre 1 et racine de 3. Donc 2 facteurs de... On connaît arc tangente de racine de 3. Ça fait pi sur 3. On connaît arc tangente de 1. Ça fait pi sur 4. Pi sur 3 moins pi sur 4, ça fait pi sur 12. Donc on obtient pi sur 6 à la fin. Voilà pour le calcul. Il manque la justification. Alors, pour la justification, il y a surtout à identifier le fait que c'est surtout la fonction de changement de variable qui est importante. C'est celle-là sur laquelle il faut se concentrer. Donc, quand vous posez x égale racine de t, ça vous donne votre fonction phi. Donc la fonction phi, on la définit, donc qui a t donne racine de t. On a notre fonction f ici. Le f, hein, c'est le f de x, donc c'est celui-là. Et on l'écrit bien, qui a x donne 1 sur 1 plus x au carré. Vous voyez que je n'ai pas encore défini les ensembles de départ et d'arrivée de phi. Donc f ici est défini sur R, à valeur dans R. Phi, vu que f est défini sur R, il n'y a pas trop de contraintes. Alors, il faut quand même réfléchir avant de définir phi. On va avoir besoin d'avoir une hypothèse C1 sur phi. Attention, la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Donc il faut au moins, on peut définir phi sur R étoile plus. On pourrait le définir par exemple sur le segment 1, 3. Et là, vous savez que cette fonction phi est C1 et cette fonction f est continue. On a bien 1 et 3 qui sont dans l'espace de départ. Donc, on rendit par la formule de changement de variable. On a ceci. Puis là, bon, il y a un raccord avec un donc qui n'est pas très joli, mais c'est pas très grave. Donc voilà comment est-ce qu'en pratique on justifie le changement de variable. Donc, on fait le calcul. Une fois qu'on a bien compris ce qui se passe, on pose les fonctions correctement et on vérifie que ces fonctions sont C1. Si j'avais eu un 0 dans la borne, je n'aurais pas pu poser ce changement de variable, du moins pas avec les outils que vous avez en première année. On aurait plutôt posé t égale x au carré. Et ça, c'est une autre histoire. Donc attention, la vérification du caractère C1, c'est le point le plus important dans cette formule. Ça, donc, on a utilisé dans ce sens-là, ce changement de variable. On va faire un autre exemple pour faire le changement de variable dans l'autre sens. Donc, deuxième exemple. On veut calculer
l'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 moins x au carré dx. Alors, quand on voit ceci, là c'est peut-être plus dur, parce qu'on n'a pas de choses qui se factorisent de manière évidente. Ou du moins, pas si on ne connaît pas bien ces formules trigonométriques. On pourrait factoriser quelque chose, mais pas exactement dans le cadre de notre programme. Donc, ce que l'on peut voir, c'est ce racine de 1 moins x carré qui, au bout d'un moment, devra vous faire penser à poser un changement de variable trigonométrique. On va voir pourquoi, ici, justement. Donc, on veut poser le changement de variable x égale cosinus de t. Donc, on va voir la justification ici. Donc, comme dans l'autre sens, pour le changement de variable, il y a 3 difficultés. Trouver le changement de variable à faire. Dans ce sens-là, ça vous sera souvent suggéré. Deuxième difficulté, faire le calcul. Troisième difficulté, justifier proprement le changement de variable. Et je vous conseille, au moins brouillon, de faire le calcul avant. Ne serait-ce que parce que si le calcul n'aboutit pas, si vous êtes trompé de changement de variable à faire, vous n'avez pas pris le temps vous n'avez pas perdu de temps à le justifier. Donc on laisse la place pour la justification. On fait le calcul ici, en posant x égale cosinus de t. Alors là, c'est un peu plus difficile. Il faut écrire 0 comme étant le cosinus de quelque chose et 1 comme étant le cosinus de quelque chose. Donc 0, on peut l'écrire comme le cosinus de pi sur 2, 1 comme le cosinus de 0. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 moins x carré dx, on l'écrit donc par, si on fait le changement de variable, on va avoir l'intégrale donc de pi sur 2 à 0. On remplace x par le cosinus de t, donc racine de 1 moins cosinus carré de t. X égale cosinus de t, dx, c'est moins sinus de t dt. Donc j'ai un moins sinus de t ici, dt. Alors, on va finir le calcul rapidement, même si ce n'est pas l'objet central de la vidéo, c'est un calcul classique qu'il faut que vous maîtrisiez. Le moins ici rectifie les bornes. Et le racine de 1 moins cosinus carré de t, c'est écrit bien sûr racine carrée de 1 moins racine carrée de sinus carré de t, et on fait bien attention, racine carrée de sinus carré de t, c'est valeur absolue de sinus de t. J'ai un fois sinus de t dt. Et attention, cette valeur absolue, il faut bien discuter sur le signe. Et là, on sait que si t est entre 0 et pi sur 2, le sinus de t est positif. Donc on revient à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus carré de t dt. Comment traiter ce genre de choses? Ça marche toujours de la même manière. Enfin non, on peut avoir plusieurs idées. Une manière systématique, c'est de linéariser. Une manière peut-être moins systématique, là, ça serait de jouer, de faire une symétrie, de poser u égale pi sur 2 moins t, de montrer que cette intégrale est égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus carré de u du. Deux intégrales qui sont égales, mais quand vous les sommez, ça fait pi sur 4. Donc, je vous laisse, si ça vous intéresse, poser donc, idée, poser u égale pi sur 2 moins t. C'est quelque chose de très utile ici. Et je vous montre comment est-ce qu'on le fait par linéarisation. Alors, c'est une formule à savoir retrouver. Vous avez la formule cosinus de 2t, c'est bien sûr cosinus carré t moins sinus carré t, et c'est aussi
1 moins 2 sinus carré t. Donc en inversant, on obtient que sinus carré t égale à 1 moins cosinus de 2t sur 2. Donc on intègre le 1,5 entre 0 et pi sur 2, l'aire d'un rectangle, on obtient pi sur 4, moins, et le cosinus de 2t sur 2, on le primitive en sinus de 2t sur 4, entre 0 et pi sur 2, mais cette chose-là est nulle. Hein, on obtient sinus de 0, sinus de 0. Donc on obtient finalement une aire de pi sur 4. C'est très naturel. Si vous regardez ce que l'on a fait, on a en fait calculé une aire, l'aire d'un quart de cercle. Quand on a fait ça, d'un quart de cercle de rayon 1. Et donc on a bien trouvé une aire qui vaut pi sur 4. C'est une manière éventuellement de justifier que l'aire d'un disque de rayon 1 vaut pi, et donc par homothétie, l'aire d'un disque de rayon R vaut pi fois R au carré. Alors, il ne reste plus qu'à justifier ceci. Donc, quand vous posez x égale cosinus t, vous avez votre fonction ici. Donc, hop, votre fonction phi, qui a t donne cosinus de t. Votre fonction f, qui a x donne racine de 1 moins x carré. Ici, on pose toujours comme ça. Attention, votre fonction f n'est définie que sur moins 1 à valeur dans R. Et votre fonction est bien continue. Fonction usuelle par opération sur les fonctions. Continue. Et ça tombe bien, il n'y a pas de précaution à prendre ici. Le cosinus est bien à valeur dans moins 1. Donc on peut définir phi sur R et prendre le cosinus le phi à valeur de moins 1. Et le cosinus, vous savez que cette fonction est C1. On peut apporter cette justification, phi de R inclus dans moins 1. Et surtout, bon alors on n'a pas vraiment de justification à faire, on a déjà travaillé sur les bornes là. Il faut faire très attention sur les bornes, hein, dans le calcul. Vous voyez là, les bornes ont été inversées, il ne faut pas se tromper là-dessus. On a apporté toutes les justifications, C1, continue, la composition éventuellement, c'est surtout le plus important, c'est de bien penser au caractère C1 ici, et en deuxième temps au caractère continu. Donc on peut dire par la formule de changement de variable, on a ceci. Alors, c'est quand même un peu de travail à chaque fois. Il y a un type de changement de variable que vous n'aurez pas à justifier, et vous allez prendre l'habitude de les faire, on va dire, de manière presque transparente. Ce sont les changements de variables affines. Et on va donner un exemple. Donc, on va voir ce qui se passe. Donc, on va donner une proposition, mais ça va nous permettre surtout de faire des changements de variables affines, de voir comment est-ce qu'on peut les faire de manière très légère sur les fonctions qui ont certaines symétries. Donc, je prends une fonction f qui va de R dans R. Alors, si cette fonction f, et je vais la prendre continue bien sûr pour pouvoir l'intégrer. Si votre fonction f est paire, si vous avez un réel a, vous avez par symétrie l'intégrale de 0 à a de f de t dt, c'est l'intégrale de moins a à 0 de f de t dt. C'est déjà quelque chose que vous avez dû remarquer, et peut-être même utiliser. Si f est impair, si a est un réel, eh bien vous avez l'intégrale de 0 à a de f de t dt qui est égal à l'opposé de l'intégrale de moins a à 0 de f de t dt. Notamment, ça vous dit que l'intégrale, en additionnant les deux, hein, l'intégrale de moins a à a de f de t dt est nulle. Et enfin, pour les fonctions périodiques, donc si je prends t strictement positif, a dans R, si f est t périodique, eh bien,
vous avez que sur une longueur t, on a toujours le même motif, éventuellement pas pris avec le même point de départ, donc même r. Et on a donc que l'intégrale de a à a plus t de f de t dt est égale à, on peut partir de n'importe quel point, donc on va partir de 0, l'intégrale de 0 à t de f de t dt. On termine cette vidéo en montrant ces relations. On va montrer la première et la troisième, et la deuxième, je vous la laisse en exercice. Donc pour la première relation, eh bien on va poser u égale moins t. Donc on pose le changement de variable affine, u égale moins t. Et on peut le poser comme ça. Quand u égale donc l'intégrale de 0 à a de f de t dt, donc u égale moins t, t va de 0 à a, donc u va de 0 à moins a. Donc u égale moins t, t égale moins u. C'est la même chose. Donc j'ai un f de moins u. Et u égale moins t, t égale moins u, ça fait dt égale moins du. Donc fois moins 1 du. Le moins 1 rectifie les bornes. Et on a la parité de la fonction f que l'on peut utiliser ici. Et donc on obtient l'intégrale de moins a à 0 de f de u du. Ce qui est bien le résultat annoncé, la variable d'intégration étant bien entendu muette. Pour le deuxième, on va procéder, pardon, pour le troisième, pour le deuxième, on procède exactement de la même manière. On a juste une imparité à un moment qui fait sortir un signe moins. Donc pour le troisième, on va écrire que l'intégrale de a à a plus t de f de t dt, on va l'écrire comme l'intégrale de a à 0 de f de t dt, plus l'intégrale de 0 à a plus grand t de f de t dt. Et on va regarder cette intégrale là. Et dans cette intégrale là, on va poser u égale petit t plus grand t, ce qui est la même chose que poser t égale petit u moins grand t. Hein, c'est à vous de vérifier que les deux changements de variables sont équivalents, mais on se permet de le faire de manière très légère comme ça. Et donc on a l'intégrale de a à 0 de f de t dt. Donc quand petit t va de a à 0, u va de a plus grand t à grand t. On a donc t qui vaut u moins grand t, f de u moins grand t. Et puis on a un changement de pente 1. Donc on a dt qui vaut du. Et donc là par t périodicité, cela vaut l'intégrale de a plus grand t à grand t de f de u du. Et donc l'intégrale de a à a plus grand t de f de t dt vaut l'intégrale de a plus grand t à grand t, alors je vais le rappeler, de f de t dt, celle-là, plus l'intégrale de 0 à a plus grand t de f de t dt. On utilise la relation de Schall et on obtient que cela vaut l'intégrale de 0 à grand t de f de t dt. La relation de Schall ici, hop, et là. Ce qui clôt la démonstration. Donc, il va falloir s'entraîner un petit peu sur le changement de variable. Chaque année, ça, c'est pas une partie, on va dire, facile pour les étudiants. Et il faut bien se rappeler à chaque fois qu'il y a 3 difficultés: trouver le changement de variable, faire le calcul et le justifier.
sauf dans le cas où on a un changement de variable affine, ou dans ce cas on peut le faire de manière plus légère. Voilà pour cette vidéo, on en a terminé avec les outils d'analyse, on va dire d'intégration, et dans la vidéo suivante, nous parlerons d'équations différentielles.